La première question que je me suis posée, c'est s'ils avaient le choix, est-ce qu'ils seraient là? Évidemment, la réponse, elle saute tout de suite aux yeux. Non, bien sûr que non. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, qui suis en charge de ces enfants? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils soient heureux d'y venir, pour qu'ils aient envie, pour qu'ils se sentent utiles pour eux-mêmes et pour le groupe là? J'avais un prof de maths dans ma jeunesse qui était très sévère. Et je me suis dit, moi j'aimerais bien enseigner les maths, mais pas comme ce prof-là, qui nous faisait peur. Pourquoi l'éducation nationale? Ben, quelque part, l'école est un ascenseur, donc j'ai bénéficié de cet ascenseur social, et donc j'ai voulu le renvoyer, si j'ose dire. Eh bien, à 18 ans, je ne savais pas trop quoi faire comme métier. Je ne voulais surtout pas aller travailler à l'usine. Et j'ai su qu'il y avait les départements du nord de la France et qui étaient déficitaires en enseignants. Alors pourquoi les mathématiques? C'est presque un hasard, parce que j'aurais pu enseigner n'importe quelle matière à condition que ce soit avec des jeunes. Plus loin que je me souvienne, je voulais être maîtresse d'école. Et je mettais tous mes petits copains derrière un banc et je leur faisais faire la classe. Mon premier jour de classe arrive. J'étais très angoissée, mais en même temps, je voulais plaire, séduire mes futurs élèves. Alors, je m'étais fait belle, un peu maquillée, voilà. Puis la journée, elle s'est passée. Comme je n'avais aucune formation professionnelle, j'avais l'impression de jouer à la maîtresse. Les enfants sont rentrés chez eux à midi et ont dit à leurs parents: on a une nouvelle maîtresse. Elle est gentille, mais elle ne parle pas français. C'est vrai que moi non plus, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. L'endroit où j'étais, c'était vraiment très très près du nord, c'est vraiment la région des ch'tis. Et ils parlaient en ch'ti, et moi avec mon accent du midi, donc forcément, on a mis quelques jours avant de se comprendre. Toute première année, j'étais nommé en Bourgogne, et on m'avait donné des 5e, 4e, 3e, seconde et première. Alors ça faisait beaucoup de travail. Je ne dormais pas beaucoup à l'époque pour préparer mes cours, mais j'étais bien récompensé parce que j'avais des jeunes qui étaient réputés difficiles, parce qu'on donne aux nouveaux les classes les plus difficiles, hélas. Mais tout de suite, ça a bien accroché. Je devais être un prof atypique. Alors j'ai tout appris en situation, à savoir que j'arrivais avec ma passion pour la littérature, mon amour pour la langue française, et que je pensais que j'allais pouvoir transmettre tout cela à cette classe que j'avais devant moi, très sage, qui me reconnaissait comme son maître. Et au fil du temps, je me suis aperçue que l'essentiel était dans la relation avec les élèves. Ah ben une classe, c'est des élèves qui écoutent, des élèves qui travaillent, qui ont du répondant. Je me souviens que dans cette classe, j'avais certains élèves qui posaient toujours les bonnes questions, ce qui fait que ça avançait tout seul. Et là, c'était des questions pour aller plus loin, et c'est bien que le cours, il se faisait tout seul, grâce aux questions des élèves. Je ne dirais pas que cette méthode est révolutionnaire. C'est vraiment placer l'enfant au centre de ses apprentissages et en autonomie, en responsabilité par rapport à ça, quoi. Et par rapport la responsabilité par rapport à la vie de l'école, par rapport à la vie de la classe. Par exemple, moi, je n'ai jamais seule fois de ma carrière, surveillé une cour de récréation. C'était impensable pour moi, quoi. Le métier d'enseignant est un métier un petit peu individualiste, malheureusement. Mais le contexte fait que cela favorise l'intervention seule. D'abord, on a des élèves 1 heure ou 2 heures, on change de lieu, donc on voit pas forcément les collègues en intercours, ça dure 5 minutes. Donc c'est un vrai problème, notamment pour les jeunes collègues qui débarquent dans des classes avec 30 élèves. Ils auraient sûrement besoin d'échanger avec les plus expérimentés. Il n'y a pas la pratique, par exemple, d'assister au cours d'un collègue. C'est exceptionnel. J'ai eu affaire un jour à un élève qui a mis en cause toutes mes belles certitudes quand je suis arrivée, à savoir que le maître, ma foi, avait toujours raison. Cet élève m'a envoyé son cahier à la figure, parce qu'elle n'était pas du tout satisfaite de ce que je lui avais mis comme annotation. Et je suis partie
à sa recherche dans les couloirs de l'établissement. Et je l'ai retrouvée. Et là, elle m'expliquait ce qui ne lui convenait pas. Et nous nous sommes expliqués. Et la relation avec les élèves a dû être modifiée à partir de cette anecdote. J'ai pensé que j'avais des choses à leur apporter. Et je ne pouvais le faire que par la douceur et surtout l'amour. Je pense que c'est l'essentiel finalement de ce qui a marqué ma carrière. J'ai enseigné en Nouvelle-Calédonie et j'avais face à moi différentes ethnies. Des Polynésiens, des Wallisiens, des Caldoches, des Métros. Et le moyen d'expression de chaque ethnie est tout à fait différent. Je donne un exemple. Quand on interroge un Polynésien, très souvent il répond avec les yeux. Il n'y a pas de parole. Donc un signe des yeux signifie qu'il a compris la question ou la remarque ou qu'il n'a pas compris cette remarque. D'autres ethnies ont des modes de communication très différents dans le langage. Le langage des Caldoches, parfois de Brousse, est assez cru et il faut s'adapter à ce vocabulaire qui ne passerait pas en métropole. Alors, je pense qu'une des grosses différences avec le métier de professeur des écoles, c'est que les professeurs des écoles ont leurs élèves, je ne sais pas combien c'est, 6 heures par jour d'enseignement. Et puis ils font des tas de choses différentes avec eux. Nous, on les a 3 heures, 4 heures par semaine. Parfois, on les retrouve plusieurs années de suite, mais on les connaît finalement peu. Si on se pose la question de l'écrit, la fonction de l'écrit, eh bien, tout simplement, et c'est évident, écrire pour être lu, pour communiquer. Or, il se trouve que, hélas, l'école demande aux enfants d'écrire pour être corrigés. Et là, on dévoie complètement la fonction de l'écrit. Donc, écrire pour être lu, ça veut dire écrire un journal scolaire, écrire des romans, écrire un journal scolaire qui va être lu par tout le village et qui va être lu également bien au-delà. Nous avions des exemplaires de notre journal scolaire qui s'appelait l'Écho du Lac, dans toutes les salles d'attente des médecins sur Gap, etc. Donc écrire pour être lu. Écrire pour être lu, c'était aussi l'écriture de romans. Il y a eu plusieurs romans qui ont été écrits et édités par les enfants de l'école de Pelletier. Voilà, écrire pour être lu, c'est écrire des pièces de théâtre qui vont être jouées. C'est tout ça. Et à partir du moment où on demande aux enfants d'écrire pour être lus, ils vont se poser le souci du lecteur et non pas le souci du correcteur. C'était pas une façon curieuse de faire la dictée, je pense que c'était une façon logique. Voilà, une dictée, alors la plupart du temps, on avait 5 fautes et on avait 0. 0, ça veut dire que rien n'est bien, que tout est raté, que tout est nul. Or, si on a fait 5 fautes, ou bien même 10 fautes, il y a plein de mots qu'on a écrits correctement. Donc, je ne trouve pas normal de mettre 0. Alors, j'avais pensé, moi je notais les dictées, mais après, bien sûr, avoir mûrement réfléchi, fait des essais, etc., je notais la dictée sur le nombre de mots qu'il y avait. Alors, par exemple, s'il y avait 65 mots dans la dictée, eh bien, je notais sur 65. Donc, ça fait que personne n'avait 0. Même les enfants qui étaient en très grande difficulté, ils n'avaient pas 0. Parce que quand on a tout le temps 0, forcément, on se décourage et on n'a plus envie de faire d'efforts. On m'avait prévenu. C'est une classe très difficile. En première, ils foutaient le bazar dans les cours. Et donc... dès le début, je me suis dit, ceux-là, il faut les visser. Et puis en définitive, je me suis aperçu que la compétence professionnelle et puis le fait d'écouter les questions des élèves et d'y répondre, cette compétence-là, cette disponibilité, ça désamorçait toute leur agressivité. J'étais vraiment frappé quand au bout de 3 mois, à la fin d'un cours, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me rappelle maintenant ça encore de manière très précise et très aiguë. Ils se sont tous levés et ils ont applaudi. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Même maintenant, c'est quelque chose qui m'émeut profondément. Au bout de quelques années à Gap, j'ai eu comme élève
le fils d'une élève que j'avais eue à Chalon-sur-Saône. Donc ça, c'était assez amusant. Que bien sûr, je n'avais pas reconnu puisqu'elle s'était mariée, son fils n'avait pas son nom, et je l'aurais alors elle évidemment pas reconnu, quoi. Parce que je l'avais eue à l'âge qu'avait son fils. Non, je crois que j'ai pas grand-chose à dire. Enfin, on se sent vieille, quoi, parce que ça fait un peu bizarre. Quand j'enseignais dans le Pacifique Sud, tous les matins, j'avais des fleurs sur mon bureau. Ça, bien sûr, donne une couleur particulière à la journée. Et donc, ce que j'ai ressenti par ce symbole, c'est la volonté de se rapprocher du prof et de l'élève. Et ce côté humain a été très bénéfique. Je ne suis pas naïve au point d'imaginer que tous les élèves ont gardé un souvenir impérissable de nos rencontres. Et j'en rencontre d'ailleurs bon nombre qui me disent aujourd'hui, vous vous rappelez, madame, comme je vous ai fait souffrir. Et je leur dis avec un grand sourire que je ne souffrais pas, je ne faisais que mon métier. Mais je crois que la formule qu'ils emploient pour me dire ça montrait que finalement, eux ne souffraient pas trop. Et je me rappelle notamment une jeune fille dont tous les profs disaient « elle est insupportable, elle nous fout le bazar et tout ». Et chez moi, elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle était en retard scolaire, elle n'était pas bien douée, mais elle était gentille comme tout, volontaire, et avec moi, elle travaillait beaucoup. Et lorsqu'elle a appris que mon épouse venait d'accoucher, elle a fait une souscription dans la classe, c'était en classe de 5e, pour offrir un petit nounours à ma fille qui venait de naître. Elle l'a offert au nom de la classe. Et c'était pour moi, mais quelque chose, c'était un cadeau inimaginable. Je crois que je préférais avoir les grands. Je me sentais mieux avec les grands. Je trouve qu'avec les petits, c'est plus difficile. Le cours préparatoire, c'est l'année où on apprend à lire, c'est une classe qui est extrêmement difficile. Avec les CM, je me sentais bien. Et ce qui me plaisait, c'était de les voir se transformer. Se transformer au fur et à mesure que l'année passe. Ils devenaient autonomes, ils apprenaient à parler, à dire ce qu'ils pensaient, à argumenter ce qu'ils voulaient dire. Et voilà, c'est ce qui me plaisait, c'était les aider à grandir. Et quand ils partaient en 6e, il me semblait que je les avais aidés. Un enfant qui a fait plus de 5 erreurs à une dictée, la correction n'est pas utile, il n'en tire rien, c'est pas la peine de mettre du rouge partout, ça lui servira pas. Ce qui est important, l'erreur n'est pas grave, jamais, l'erreur n'est pas grave, mais il faut arriver à corriger cette erreur et à comprendre pourquoi on s'est trompé, c'est tout ça. Donc, il ne faut jamais, un enfant, il ne faut pas le sanctionner, c'est pas possible. Il fait pas exprès de se tromper. J'en ai encore jamais vu en tout cas qu'il fasse exprès de se tromper. Donc s'il se trompe, c'est qu'il sait pas. S'il sait pas, c'est qu'il a besoin d'aide. Voilà, c'est tout. Et tout est basé là-dessus. Pour moi, c'est toujours le plus beau métier du monde, évidemment, mais évidemment, ça peut pas se faire sans passion.